Le 8h30 France Info sur France Info Radio et le canal 27 de la TNT avec Neila Latrousse de la rédaction de France Info. Bonjour Neila. Bonjour. Notre invité est le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts et tête de liste régionale en Ile-de-France, Julien Bayou. Bonjour à vous. Bonjour. Tout à l'heure, un hommage va être rendu au policier Éric Masson, qui a été tué à Avignon pendant une opération contre un point de vente de drogue. Emmanuel Macron a réagi pour la première fois à ce drame depuis le Portugal. On écoute le président de la République. C'est une réalité de dire qu'il y a de la violence dans notre société et qu'elle enfle. Et que le rôle chaque jour de nos policiers est rendu plus difficile par cette violence. Et donc il nous faut continuer d'avancer pour que la réponse pénale soit au rendez-vous de la réalité de la société et de son évolution, qu'aussi les équipements, la protection des interventions soient au rendez-vous. Julien Bayou, la violence enfle en France, vous êtes d'accord avec ça ou pas? En tout cas, la perception de la violence, oui. La perception de la violence. Oui, la perception. Quand on regarde le nombre d'homicides, chaque année, il est en très légère augmentation. Maintenant, je sais que si je dis ça, si je me fonde uniquement sur les chiffres, on me répondra que je ne regarde pas la réalité en face. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un manque de policiers. Nous réclamons, nous les écologistes, depuis des décennies, des policiers de la police nationale présents sur le terrain, et que la droite qui s'érige en donneuse de leçons sur la sécurité les a retirés. C'est la doctrine du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Nicolas Sarkozy, Valérie Pécresse. Et Emmanuel Macron et cette majorité annoncent recréer des postes. Voilà, on a perdu 15 ans. Aujourd'hui, en 2021, vous avez moins de policiers nationaux et de gendarmes qu'en 2007. Vous vous rendez compte? Alors que la population a augmenté. Vous voulez dire que la France paye les erreurs du passé, mais qu'Emmanuel Macron essaye de les corriger? Il est en retard. Il est en retard parce qu'il s'en est rendu compte que très récemment. On a également supprimé la police de proximité. Énorme erreur. Et fragiliser nos services de renseignement. Nouvelle erreur à nouveau. Vous voyez? Donc il y a un enjeu de proximité, de présence de police nationale. Et la réponse pénale, ce que disait le chef de l'État, ce que réclament pas mal de policiers. Le problème de l'approche d'Emmanuel Macron, c'est que la violence, elle est aussi héritée d'une situation de violence, une situation sociale violente. Quand le président favorise directement les plus riches, et s'en prend directement aux plus pauvres en réduisant les aides personnalisées au logement, il installe une violence, il brusque la société. Quand il annonce une réforme des retraites... Il est responsable de... Oui, de brusquer la société. Quand il annonce une réforme des retraites, souvenez-vous, par 49.3, en convoquant le Conseil de défense, et que dans cette réforme, il n'est pas capable de dire combien vous gagnerez à la fin de votre carrière, ni combien d'économies cela fera pour le pays. Évidemment qu'il met tout le pays sous tension, vous vous rendez compte? Je pourrais développer longuement. Oui, mais revenons quand même. Cette mobilisation des Gilets jaunes, avec la question de la réponse pénale, que les policiers réclament davantage de sanctions, des sanctions plus dures. Ils disent que les peines généralement ne sont pas effectuées. Que répondez-vous là-dessus? Je ne crois pas à la fuite en avant sur ce sujet. Je trouve que nous avons trop de personnes en prison et que la prison ne joue absolument pas un rôle de réinsertion. C'est attesté, c'est validé. Tout le monde est d'accord. Donc en fait, ça n'est pas un problème de réponse pénale. C'est pas le sentiment d'impunité qui est des délinquants qui est le problème, comme semble aussi le dire une partie de la majorité en disant il faut une réponse plus rapide, 18 mois sur certains jugements, c'est trop long. Alors dans ce cas-là, il faut engager des magistrats. Nous avons beaucoup moins de magistrats qu'en Allemagne, par exemple. Voilà, c'est un problème de moyens de la justice. Je crois que la réponse pénale, elle est adaptée. Nous avons trop de monde. Il faut sortir de l'idéologie du tout carcéral. Et après, il y a un point qu'il faut oser mettre sur la table, c'est la légalisation du cannabis. Qui semble enterrer pour l'instant, en tout cas, le cannabis récréatif. Et pour moi, ça n'est pas une question de sécurité. C'est d'abord une question de santé. C'est-à-dire que la drogue, le cannabis, est dangereux pour les adolescents. C'est attesté. Et aujourd'hui, avec la réponse pénale, comme vous dites, de 1970, nous avons le plus fort taux de consommation chez les ados de 14 ans. C'est un échec sanitaire total. Sans parler, évidemment, de la difficulté pour bon nombre de quartiers et de la question sécuritaire. Mais pour moi, c'est d'abord un enjeu sanitaire. En tout cas, le sujet, pour l'instant, est écarté. Ce qui n'est pas écarté, c'est en revanche... Je vais vous dire, c'est un manque de courage terrible de la part de ce président qui s'annonçait comme libéral, s'annonçait comme moderne et qui finalement en revient aux vieilles antiennes et la drogue, c'est mal, etc. Évidemment, l'enjeu, c'est la réduction des risques. Et donc, comme le Canada, comme les États-Unis,
agissons en matière de santé pour nos adolescents et donc légalisons le cannabis pour mieux contrôler sa distribution. Vous évoquez la réponse pénale et le manque de magistrats. Ce qui est attesté, c'est l'entrée en lice d'Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, dans les Hauts-de-France pour les régionales. Ça contribue à replacer le sujet aussi du régalien dans cette campagne des régionales. Ça contribue surtout à ne pas travailler sur la justice. Je croyais qu'on avait un garde des Sceaux qui devait se mobiliser pour renforcer les moyens de la justice. Ce n'est pas une bonne chose qu'il s'implique contre le Rassemblement national. Je croyais qu'on avait un garde des Sceaux qui devait travailler sur un sujet sensible, qui était celui d'une réforme pénale. On a un garde des Sceaux qui, du jour au lendemain, s'improvise candidat dans les Hauts-de-France. Très bien, très bien. Simplement, il me semblait que la justice était un sujet sérieux dans ce pays. Ce n'est pas une bonne chose qu'il y ait une voix de plus contre le Rassemblement national, une voix de plus qui s'engage, j'allais dire presque à vos côtés, même s'il est candidat En Marche. Il vient d'arriver. Enfin, excusez-moi, il vient d'arriver en septembre. Vous avez le temps de faire quoi quand vous êtes ministre, garde des Sceaux, en septembre ? Et que quelques mois plus tard, alors qu'il y a une pandémie, qu'on est sous état d'urgence, vous engagez sur... Très bien, hein, c'est son choix, simplement, je veux dire vraiment, quelle considération pour la justice. Vous êtes garde des Sceaux et vous n'allez pas tenir un an en poste sans avoir une campagne dans les pattes. Je trouve pas ça très sérieux, non, effectivement. D'après vous, ça va clairement l'empêcher d'accomplir la mission pour laquelle il a été choisi? Écoutez, de deux choses l'une. Soit vous faites campagne, et dans ce cas-là, il n'est pas garde des Sceaux. En tout cas, il ne peut pas s'y consacrer à plein temps. Soit il est garde des Sceaux et il fera une piètre campagne. Julien Bayou, vous serez tout à l'heure dans l'une des marches pour le climat organisées aujourd'hui en France. Les manifestants croiseront sûrement des kiosques à journaux barrés de cette une écologie. Macron enterre le référendum. C'est la une du journal du dimanche dans laquelle le rapporteur du projet de loi à l'Assemblée reconnaît que les conditions aujourd'hui ne sont pas réunies pour un tel référendum. Est-ce que vous êtes déçu ? Absolument pas, je suis malheureusement parfaitement lucide. Nous le disions, c'était... Au moment de l'annonce des réceptions les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, nous disions attention, la grande annonce sur le référendum est certainement l'arbre qui cache la forêt des renoncements. Ce référendum, nous en avons besoin. Nous avons besoin d'inscrire dans la Constitution le respect du climat, la garantie de la préservation de la biodiversité. Mais nous savions qu'Emmanuel Macron nous faisait, comme d'habitude, une promesse qu'il ne pouvait pas ou qu'il ne voulait pas tenir. Et ça a malheureusement trompé son monde, et notamment les médias, beaucoup de médias. C'était une manœuvre politique ? Absolument, bien sûr. Bien sûr. Tout le monde savait que le Sénat s'y opposerait. Il se défausse sur le Sénat pour pouvoir ne pas avancer là-dessus. Alors qu'une loi, dans la loi, vous auriez pu garantir que la liberté d'entreprendre était soumise au respect de la protection des biens communs. C'est ça l'enjeu en fait, de garantir la préservation de l'environnement, c'est le placer au-dessus de la liberté d'entreprendre. C'est dire à Total, vous ne pouvez pas, sous prétexte de profit, saccager la forêt amazonienne ou tropicale en Indonésie avec l'huile de palme ou avec les centrales à fioul en Guyane. Julien Bayou, invité du 8h30 France Info. Ce matin, on reprend cette discussion après le fil info, 9h-20, Diane Ferchit. Les syndicats de police seront reçus demain par le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Ils appellent ce dimanche à un hommage aux policiers tués par balle à Avignon mercredi. Rassemblement devant le commissariat de la ville. Le meurtrier présumé du brigadier Éric Masson est toujours en fuite. La quarantaine obligatoire de 10 jours entre en vigueur aujourd'hui pour les voyageurs arrivant de 7 nouveaux pays, dont la Turquie, le Pakistan et les Émirats arabes unis. Le but, lutter contre la propagation des variants du coronavirus, alors que l'épidémie continue de refluer. En France, 600 patients Covid de moins en réanimation en une semaine. Ils sont 5000 ce matin. 2 avalanches en Savoie ont fait 7 morts, des randonneurs, 5 personnes emportées, une seule rescapée d'abord hier en fin de matinée dans le secteur du col du Galibier, puis 3 personnes en début d'après-midi au-dessus de Bourg-Saint-Maurice. Il faut à tout prix éviter la haute montagne ces prochains jours, insiste le préfet de Savoie. 40 ans après l'élection de François Mitterrand, à la veille du 10 mai, cet anniversaire est commémoré au Creusot ce dimanche en présence entre autres de François Hollande, Anne Hidalgo ou encore Lionel Jospin. Pour l'ancien conseiller spécial de François Mitterrand, Jacques Attali, le Parti socialiste est aujourd'hui fantomatique. Il n'a plus de programme, constate-t-il sur France Info. Mais après un siècle d'existence, ça reste une espérance selon lui. France Info. L'invité du 8h30 France Info ce matin, c'est Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, tête de liste régionale en Île-de-France. Neila Latrousse. Les conditions d'un référendum sur le climat ne sont pas réunies. C'est le rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale, Pierre-Alexandre Anglade, qui le dit aujourd'hui. Ça voudrait dire que cette promesse faite à la Convention citoyenne pour le climat, a priori, part très mal. La promesse, je le rappelle, c'était inscrire à l'article 1er de la Constitution que la République garantit la préservation de la biodiversité et de l'environnement et lutte contre le dérèglement climatique. Toute la bataille au Sénat est autour de ce terme « garantie ». La droite veut écrire « préserve ». Mais pour vous, ce n'est pas la faute de la droite si le référendum est abandonné, c'est la faute d'Emmanuel Macron.
Oui, c'est la faute d'Emmanuel Macron parce que finalement, après la crise des Gilets jaunes, il y avait eu un grand débat, si vous vous souvenez. Personne ne s'en souvient. Il y a eu 500 000 contributions sur l'écologie. Et on a eu un débat sur l'immigration. Puis ensuite, il y a eu cette Convention citoyenne pour le climat. Et moi, je tiens à saluer vraiment l'engagement des 150 membres tirés au sort qui ont découvert le sujet, en vrai. Pour la plupart, n'y connaissaient pas grand-chose, qui étaient même abstentionnistes pour certains, certaines. Qui sont peut-être moins sévères que vous avec le résultat. Et qui ont produit un ensemble cohérent de 149 mesures pour répondre à l'objectif réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la justice sociale. C'est un enjeu important. Et le président avait dit sans filtre. Et puis finalement, il n'y en a rien. Il n'y a même pas, donc évidemment, cette révision constitutionnelle. Mais le Haut Conseil pour le climat, qui est une instance indépendante, estime que le projet de loi répond à 10% des objectifs. Mais ce qui est curieux, c'est que vous en voulez plus au chef de l'État qu'à la droite qui bloque. Évidemment, parce que c'était écrit. Et surtout parce que le président de la République, il est en fonction et que dans la loi climat, il aurait pu prévoir des dispositifs qui garantissaient la protection de l'environnement. Ce n'est pas ce président qui le fera. Son mandat, il est quasiment fini. Et moi, je veux dire aux personnes qui marchent aujourd'hui, nous allons le faire dans les régions. Les régionales, les 20 et 27 juin, c'est l'occasion d'élire des présidents et présidentes de régions écologistes et nous traduirons en actes les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. J'en veux pour preuve, sur ma liste, Annick Pata, qui est une conventionnelle, a accepté... tête de liste en Ile-de-France. Sur ma liste en Ile-de-France, Annick Pata a accepté d'être en position éligible dans les Yvelines pour surveiller, j'ai envie de dire, cette traduction très concrète des propositions. Quelle proposition pourriez-vous traduire dans les faits qui n'ait pas été retenue par le président la réduction des pesticides. La réduction des pesticides. Vous avez presque la moitié de la surface agricole, presque la moitié de la surface Île-de-France qui est en agriculture, très très en retard sur les questions bio. Travailler par exemple sur un choix végétarien quotidien dans les cantines, c'est un moyen de soutenir très concrètement les circuits courts, l'alimentation bio et l'emploi dans l'agriculture. Vous avez la rénovation thermique qui a été complètement oubliée, il y a très très peu de budget. La région, demain, en Ile-de-France... Mais qui est traduite dans la loi pour le climat, la rénovation thermique et le fait d'exclure les passoires thermiques. Sans budget ni obligation. Il y a des budgets à la conversion la région Île-de-France écologise demain, mais je sais qu'en Nouvelle-Aquitaine, en Auvergne-Rhône-Alpes, mes collègues tête de liste le proposent également. La région proposera d'avancer les travaux. La somme, et d'éviter un reste à charge important pour les familles les plus vulnérables, pour pouvoir se chauffer correctement et réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi un carnet de commandes important pour nos petites et moyennes entreprises. Julien Bayou, soutenir le climat, c'est soutenir l'emploi. Le Sénat, où arrive la loi pour le climat le mois prochain, a fixé une ligne rouge par la voix de son président Gérard Larcher, pas de société de décroissance. Vous dites... Le climat, sauver le climat, il n'y a que la décroissance comme chemin pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre ? Sauver le climat, c'est l'emploi. Il y a beaucoup plus d'emplois dans l'agriculture bio, à l'hectare, que dans l'agriculture conventionnelle. Vous avez, je vous dis ça parce que vous avez un an. Oui, mais moi je vous réponds sur les faits. Il y a une tribune vendredi dans Libération où vous écrivez nos dirigeants s'entêtent dans la poursuite d'une croissance illimitée. Donc ça pose la question. Mais en gros, l'enjeu c'est quelle activité ? Nous disons l'activité économique, soutenir l'activité économique au service du bien commun. Si vous soutenez les centres commerciaux, vous détruisez l'emploi dans le petit commerce. Les grands centres commerciaux ou Amazon sont non seulement des prédateurs de terres agricoles, mais également des prédateurs pour le petit commerce. Mais vous dites décroissance ou pas ? Nous disons choisir une activité... Vous ne dites plus décroissance. Mais jamais on en a parlé. Nous, comme on ne parle pas de la croissance, on ne parle pas de la décroissance. L'enjeu, c'est quelle activité ? Parce que quand on nous dit le PIB, en fait, on soutient aussi bien les activités polluantes ou toxiques pour l'homme. Quand vous faites du chlordécone aux Antilles, ça, vous avez de la croissance. Est-ce que vous avez du bien-être ? Nous disons, nous voulons choisir le bien-être. C'est les préconisations d'Éloi Laurent, de choisir la bonne santé, la pleine santé comme indicateur des politiques publiques. Et je le redis, quand vous travaillez sur la réduction des déchets, l'économie circulaire, c'est 30 fois plus d'emplois que le fait d'enfouir ou de brûler des déchets. Et c'est souvent, vous savez, dans les quartiers populaires ou périphériques. Donc il y a un enjeu d'emploi très très concret. Quand vous sauvez le climat, vous sauvez l'emploi. Vous évoquez la question de l'emploi. Elle est au cœur d'un bras de fer qui se joue au niveau européen entre Paris et Berlin sur le nucléaire, sur la taxonomie ou la classification des activités économiques durables, non durables, pour faire simple. La France souhaite que l'atome fasse partie des énergies durables, soit classé comme vert et donc bénéficie de financement. L'Allemagne s'y oppose et derrière, évidemment, il y a ces questions de financement, de quelles activités bénéficieront de crédits verts et lesquelles ne pourront pas y prétendre. Est-ce que vous demandez à Emmanuel Macron de renoncer à la défense du nucléaire ? Il faut arrêter de s'entêter dans cette folie du soutien au nucléaire. Je le redis, le nucléaire, l'entêtement dans le nucléaire a tué Areva
est sur le point de tuer EDF. C'est ça la réalité. Vous avez un mur d'investissement pour cette énergie qui a pu être utile, mais qui est une énergie du passé, dont nous ne maîtrisons pas les effets, nous ne savons pas gérer les déchets, nous ne savons même pas démanteler les centrales. Et le fait de s'entêter dans cette énergie du passé est mortifère pour EDF. En disant vous avez un mur aux d'investissement. travailleurs d'EDF, ceux qui sont dans la filière nucléaire, Reconversion. Travaillons à la reconversion. Personne ne dit sortir du nucléaire aujourd'hui. Nous disons actons aujourd'hui la sortie Progressive. à l'horizon de 30 ans. C'est les scénarios Négawatt ou de l'ADEME qui montrent que c'est parfaitement possible. Sortie au fur et à mesure de l'arrêt et de l'obsolescence des centrales. Et donc vous avez un travail gigantesque dans le démantèlement, une filière d'excellence que nous pourrions développer, et une reconversion, parce que quand vous êtes compétent sur le nucléaire, vous pouvez être compétent sur beaucoup d'autres sujets. donc il faut annoncer dès aujourd'hui qu'il n'y aura plus de centrales nucléaires construites en France. EDF essaye de convaincre le prochain président de construire de 6 nouveaux EPR. Vous vous dites, nous au pouvoir, ils n'existeront pas. Écoutez, si je vous disais qu'il y a un pays qui s'entête à construire une centrale qu'il ne sait pas finir et qui veulent déjà en faire 6, vous me diriez ce pays n'est pas très sérieux. C'est ça l'EPR. L'EPR, c'est presque 20 milliards d'après la Cour des comptes, alors que c'était prévu pour 3 ou 4 au début. Il est toujours pas construit et on ne sait pas si ça va être fini. Et vous voudriez qu'un président s'engage sur 6 nouveaux EPR, ça n'est pas sérieux. Mais est-ce qu'Emmanuel Macron doit dire maintenant? Pendant ce temps-là, mais est-ce qu'il doit dire avant 2022? Pendant ce temps-là, nous prenons du retard sur la filière d'excellence. Bien sûr qu'il faut le dire aujourd'hui, évidemment. Cessons l'acharnement thérapeutique sur cette centrale de l'EPR et arrêtons la folie d'envisager d'en construire d'autres. Pendant ce temps-là, nous prenons un retard considérable dans l'excellence en matière d'énergie renouvelable, où il y a beaucoup plus d'emplois, à nouveau, 3 à 4 fois plus que dans le charbon ou dans le nucléaire. La sortie du nucléaire, le démantèlement, ça coûterait beaucoup d'argent aussi. Mais beaucoup moins que de persister dans l'erreur. Vous savez, Hinkley Point, qui n'est pas construit, 20 à 25 milliards. Je parlais de l'EPR, 20 milliards. Bure, le centre d'enfouissement des déchets, qui pourrait léguer aux générations futures un cadeau entre guillemets empoisonné, irréversible, 30 à 50 milliards avant la construction. Le grand carénage, chaque centrale que vous voulez rénover, plusieurs réacteurs, 1 à 2 milliards par réacteur. On est sur 100, 120 milliards pour le grand carénage. Où est cet argent? Où est cet argent? Le nucléaire va finir par tuer EDF. Et la meilleure preuve que j'en ai, malheureusement, c'est que ce gouvernement envisage ce projet qui s'appelle Hercule, de démantèlement de EDF, avec les produits rentables, les énergies renouvelables, EDF Vert, privatisés, et la socialisation des pertes, c'est-à-dire le nucléaire pour le public. Julien Bayou, invité du 8h30 France Info. On se retrouve après le fil info. Diane Ferchit, 9h-10. Il réclame une vraie loi climat. Une semaine après l'adoption du texte par les parlementaires, des militants attendus partout en France pour de nouvelles marches afin de dénoncer les insuffisances de la loi à la Convention citoyenne pour le climat. Emmanuel Macron avait promis un référendum sur l'inscription du climat dans la Constitution. Mais pour le rapporteur de la loi constitutionnelle dans le journal du dimanche, les conditions d'un référendum ne sont pas réunies en l'état. Un hommage devant le commissariat d'Avignon cet après-midi en mémoire d'Éric Masson, le policier tué par balle mercredi soir alors qu'il intervenait sur un point de vente de drogue. Les syndicats de police seront reçus demain par le Premier ministre. C'est une semaine d'accélération de la vaccination qui va débuter. Les plus de 50 ans y auront accès sans condition dès demain. Tous les Français pourront aussi se faire vacciner à partir de mercredi, avec les rendez-vous encore vacants la veille pour le lendemain. Et le Premier ministre se veut rassurant sur le vaccin AstraZeneca. Au-dessus de 55 ans, il n'y a pas de danger, insiste-t-il. Attention aux orages dans le sud-ouest. 10 départements sont placés en vigilance orange par Météo France. Une vigilance qui s'appliquera à partir de 16h des Pyrénées-Atlantiques à la Haute-Vienne. France Info. Julien Bayou, invité du 8h30 France Info. Ce matin, on va parler maintenant de la vaccination dans la crise du Covid. Une nouvelle étape du déconfinement a lieu ce week-end en France. On peut se déplacer au-delà de la limite des 10 km. Ce qui permet d'aller manifester pour la marche climat. Côté vaccination, on élargit également de plus en plus. On en est maintenant à 17 millions de personnes qui ont reçu au moins une injection. Écoutez cet appel d'Emmanuel Macron hier depuis Porto, au Portugal. J'appelle très clairement les États-Unis d'Amérique à mettre fin aux interdictions à l'export, non seulement de vaccins, mais de composantes de ces vaccins qui empêchent la production. La clé pour produire plus vite des vaccins pour tous les pays pauvres ou à revenus intermédiaires, c'est de produire plus. Levez les interdictions à l'export. Levez-les. Voilà, on est là dans un bras de fer avec les États-Unis. Écoutez, ça permet presque d'en sourire, si vous voulez. Depuis des mois et des mois, les ONG, Oxfam en tête, demandent la levée des brevets sur les vaccins. C'est-à-dire que vous avez 1%
de tous les vaccins qui ont été inoculés, qui l'ont été en Afrique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas du tout démarré de campagne vaccinale faute de vaccins. Pas du tout. Hein. Une inégalité terrible. Et en fait, un problème de santé mondiale. Il n'y a qu'une seule santé. Il y a un lien irrémédiable, intrinsèque, entre la santé des écosystèmes, celle de la faune et celle des humains au bout du monde. Laissons le Brésil, l'Afrique du Sud sans vaccin, et malheureusement, ces populations développeront des variants qui mettront à nouveau en risque notre propre santé. Il y a un lien, il y a une seule santé. La santé des écosystèmes, c'est la santé humaine, et vice-versa, c'est la santé des humains au bout du monde. C'est pour ça qu'il faut cette libération des brevets. Mais la France y était opposée. Joe Biden dit on peut le faire, exactement, et maintenant on est d'accord. Plus exactement, le président Macron l'avait dit. Vous savez, il y a eu un beau discours d'avril où il disait la santé, l'environnement doivent être placés au-dessus du tout marché. Il avait appelé à la libération du brevet du vaccin qui n'existait pas encore. Et puis évidemment, belle parole. Mais l'argument rien de suivi c'est concret. Celui des composants. Lever les brevets pour ne pas avoir les ingrédients. Il n'y a que quelques pays aujourd'hui qui fabriquent les principes qui les ingrédients. Pourquoi opposer les deux? Vous voyez, en fait, là, on a vraiment typiquement un président qui court après Biden. Hein, on a un président qui se voulait moderne, qui en fait qui est très conservateur, presque ringard en fait. Et vous avez le président Biden qui en 100 jours instaure le Green New Deal, parle d'impôts pour les plus riches, parle à la classe moyenne pour lutter contre les inégalités et propose de libérer les brevets. Qui bloque les exportations des vaccins. Évidemment qu'il faut ouvrir les exportations, mais il faut permettre à l'Inde notamment, faut faire les trois, qui est le grand laboratoire pharmaceutique des génériques. Mais évidemment, c'est une question, c'est une priorité mondiale. Vous ne pouvez pas avoir de santé en France, en Europe, sans offrir à la planète entière la capacité de se vacciner. Je crois qu'aujourd'hui, on mesure à quel point il y a une interdépendance planétaire entre les humains et, je le précise, les écosystèmes, hein, parce que cette crise sanitaire, c'est une crise écologique. C'est la prédation à l'égard du vivant, la prédation à l'égard des habitats protégés qui nourrit ces zoonoses et ces coronavirus. Si on peut en tirer une leçon de cette crise, c'est l'interdépendance. Et donc agissons évidemment pour les brevets et pour la santé mondiale. Julien Bayou, l'Assemblée nationale examine demain un texte qui prévoit la sortie transitoire de cet état d'urgence sanitaire. Texte qui prévoit aussi l'instauration d'un pass sanitaire pour les grands événements. Est-ce qu'il faut laisser la liberté à chaque établissement qui reçoit du public, quelle que soit sa taille, d'imposer ou non ce pass sanitaire à l'entrée? Alors déjà, il est urgent qu'on sorte, comme l'Espagne le fait, de l'état d'urgence sanitaire qui permet à une personne, le président Macron, Jupiter, de décider de tout. On en sort le 2 juin. Pour tout. Hein, et je ne comprends pas que nos institutions soient à ce point délaissées. Il n'y a même plus d'assemblée. Mais il n'y a même plus de Conseil des ministres. Tout se décide en Conseil de défense, par une seule personne. Vraiment, je crois que là, c'est le signe que notre 5e République est à bout de souffle et qu'il faut en changer, la reparlementariser. Qu'il y ait un texte qui arrive pour prévoir cet état. Oui, mais malheureusement, il en reste toujours quelque chose. Il y a une banalisation des états d'urgence. On l'a vu avec l'état d'urgence face au terrorisme. Mais dans une situation d'urgence, quand on est face à une épidémie, une pandémie comme celle-ci, un virus qu'on ne connaît pas, est-ce qu'on a le temps? Oui, je crois que ça produit de meilleures décisions. Le fait de prendre le temps de consulter les maires, l'opposition, le fait de faire voter par l'Assemblée, je ne crois pas que ça soit une perte de temps, non, au contraire. Sur le pass sanitaire, à proprement parler, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'il faut autoriser les établissements à l'imposer ou non? Est-ce que ça peut être au gré des... Moi qui attends mon tour pour être vacciné, vous voyez, je trépigne. Je peux que vous faire la réponse que le pass sanitaire, tant qu'il n'y a pas la population qui a eu accès au vaccin, c'est une vue de l'esprit, si vous voulez. Vous voyez, je pense, pour être plus sérieux, qu'on ne peut pas interdire les choses de la vie de tous les jours, rentrer dans un supermarché ou prendre les transports à quelqu'un qui n'a pas été vacciné. En tout cas, tant qu'il n'y a pas de vaccins massivement disponibles. Et de toute manière, rendre la vaccination obligatoire par quelque biais que ce soit, je trouve, serait dommage. Aujourd'hui, les personnes qui sont vaccinées sont les meilleures ambassadrices du vaccin. Et on voit d'ailleurs la population avoir envie de se faire vacciner au fur et à mesure que, on rencontre des personnes qui disent « je suis un peu plus sereine depuis que je suis vacciné ». Julien Bayou, vous êtes tête de liste en Ile-de-France pour Europe Écologie Les Verts. En tête dans le dernier sondage Ipsos pour France Info avec un peu plus de 13%. Est-ce qu'il y aura 3 listes au soir du premier tour, ou est-ce que vous continuez à discuter avec Clémentine Autain qui porte la liste des Insoumis et du Parti communiste, et avec Audrey Pulvar qui porte une liste de société civile soutenue par le PS?
Écoutez, nous déposons la liste lundi. Je suis déjà à la tête d'un rassemblement de 7 partis politiques de gauche et écologistes. L'union se fera avant le premier tour ou ce sera que au second Génération tour? Écologie, Génération S avec Benoît Hamon, qui est d'ailleurs numéro 2 dans les Yvelines. L'enjeu, c'est de proposer un projet écologiste. Et donc, je me vois mal dire aux socialistes arrêtez d'être socialistes, ou aux insoumis arrêtez d'être insoumis. Il y aura différentes listes. Et nous pourrons nous rassembler au second tour. Je pense que c'est l'écologie, la locomotive, pour l'emporter en Ile-de-France. Mais ailleurs, Nicolas Thierry en Nouvelle-Aquitaine, Fabien Grébert en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est l'écologie, l'alternative. Et c'est aussi l'écologie qui mettra en œuvre ces propositions de la Convention citoyenne pour le climat. La vraie traduction en actes, l'écologie, c'est les écologistes. Merci Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, invité du 8h30 France Info ce matin.